comme ça. Donc, Élise Jobin, qui fera la présentation aujourd'hui, est ergothérapeute et coordonnatrice clinique au SAT du Constance Lethbridge au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal depuis 21 ans. Elle nous partage aujourd'hui ses connaissances par rapport au positionnement en fauteuil roulant. C'est une présentation qu'elle a déjà faite dans des congrès par le passé, puis qu'elle vous partage aujourd'hui pour votre apprentissage et connaissances. Donc, merci Élise, je te laisse la parole. Merci Andréane. Alors, bonjour tout le monde. Andréane elle vous a tout expliqué je suis qui. Alors, donc, bienvenue à ma conférence. J'espère que ce sujet-là va vous intéresser parce que pour moi, c'est un sujet très d'actualité malgré le fait que ça fait 21 ans, on voit encore cette problématique-là. Donc, je pensais que c'était intéressant de faire une révision de la problématique en tant que telle. Je ne prétends pas que c'est une conférence pour les gens qui veulent avoir une pratique plus avancée. On va beaucoup parler de choses qui sont plutôt générales, mais ça va faire un bon résumé, puis peut-être pour certains, ça va sonner des petites cloches de nouvelles solutions potentielles. Alors, il faut que ça change. Capable de changer la diapositive. On l'a pratiqué 50 fois. Ça marchait très bien tantôt. Ça marchait très bien. Avec les flèches, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Bon, alors, le plan de la présentation, aujourd'hui, on va faire une petite définition du glissement, que tout le monde parle des mêmes affaires. Ensuite, on va parler des causes, des conséquences, puis on va entamer la résolution de problèmes, où est-ce qu'on va regarder 3 points en réalité, des vérifications qu'on doit faire initialement quand on rencontre quelqu'un qui glisse dans sa chaise, l'appareil et le positionnement conviennent-ils encore au client et comment ces habitudes de vie peuvent avoir un impact au niveau du glissement. Je vais vous énoncer quelques solutions. Évidemment, il y en a toujours d'autres, mais moi, je vais vous en énoncer quelques-unes. Puis, j'ouvrirai la discussion à la période de questions si d'autres personnes veulent partager leurs solutions également. Donc, il est intéressant de se rappeler qu'est-ce que c'est le glissement. Premièrement, quelque chose qui glisse, c'est quelque chose qui est en mode de déplacement en descente. Donc, on glisse rarement vers le haut, on glisse plutôt vers le bas. Et c'est pour ça qu'en bout de ligne, il y a une notion de danger, parce que vers le bas, c'est souvent tomber de la chaise. Également, le mouvement se fait entre deux surfaces qui restent en contact permanent. Donc, c'est souvent sur la surface qu'il faut faire des interventions pour être capable d'aider à limiter le glissement. Il y a des causes qui sont physiques. Celles-là sont souvent apparentes. On est capable facilement de les identifier. Donc, sur cette photo-là, on voit là, cette cliente-là a une psychose thoraco-lombaire. Il aurait fallu que j'enlève la roue arrière pour qu'on voit mieux la portion du bas. Je ne l'ai pas fait pour la sécurité de la cliente, évidemment. Mais on comprend que quand le rachis est en forme de C, ça provoque aussi une bascule postérieure du bassin. Puis là, les ischions ne stabilisent plus la personne en position assise. Il y a comme un élément là, de glissement intuitif qui s'induit par le fait que le rachis a cette forme-là. On voit également beaucoup chez les personnes âgées de la fonte musculaire au niveau des muscles abdominaux puis des muscles du tronc qui provoquent un affaissement, puis aussi une mauvaise tolérance assise qui peut aussi entraîner du glissement. Avec d'autres clientèles, on peut voir aussi que l'extension du tronc en hyperextension ou des spasmes, on peut voir ça par exemple avec les gens qui présentent de la paralysie cérébrale, parce qu'il y a des moments, des endroits sur l'équipement où il y a des blocages, donc au niveau des épaules, au niveau de la tête, la position du corps pousse vers le coussinage. Souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va faire pivoter le bassin vers l'avant, puis les fesses vont décoller de l'arrière du dossier et glisser sur l'assise. Ça aussi, ça peut être une cause de glissement. Certains mouvements incoordonnés chez nos clients, de la douleur et de l'inconfort, les gens se mettent à gigoter, changer un peu de position, tranquillement, pas vite, ils glissent vers l'avant. On voit également que la propulsion membre inférieur peut provoquer du glissement. Souvent, c'est l'attaque du pied. On force pour avancer, le fauteuil est lourd. La personne a moins de force. Tranquillement, pas vite, le client glisse sur l'assise vers l'avant. On le voit aussi chez les hémiparésiques et les hémiplégiques. On voit une rotation également du bassin dans le glissement.
Puis, comme sur la photo, on peut avoir des contractures au niveau tendineux, au niveau des membres inférieurs ou aux ischio-jambiers. Puis ça, évidemment, quand il y a de la rigidité au niveau des tendons, ce que ça fait, c'est que ça diminue la portion de surface sur laquelle on doit s'asseoir pour être confortable. Fait que les assises qui autrement étaient bien mesurées pour quelqu'un qui ne présentait pas ce type de rétraction peuvent devenir trop profondes. Puis pour enlever l'inconfort, la personne va avoir tendance à se glisser vers l'avant. Il y a des causes cognitives qui provoquent le glissement aussi. On voit beaucoup des gens qui ont des troubles neurocognitifs qui vont présenter du bercement ou des mouvements au niveau du tronc. À force de cogner par en arrière, quand on berce comme ça, à un moment donné, les fesses avancent vers l'avant sur l'assise. Il y a des gens qui, volontairement ou involontairement, vont se glisser sur l'assise parce qu'ils sont, inconfortables ou ils ne sont pas contents. Fait que donc, c'est comme une façon d'attirer l'attention également. Puis, il y a ceux qui veulent passer en dessous de leur ceinture pour se sauver de leur fauteuil. Il y a beaucoup de causes environnementales. Celles-là, des fois, on a tendance à se concentrer uniquement sur le fauteuil, puis on passe à côté de certaines informations qui sont plus importantes, puis qui peuvent être la cause du glissement. Évidemment, si on change plein de choses sur le fauteuil, puis qu'on voit que ça ne fonctionne pas, souvent, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la cause. On va simplement les nommer, puis tout à l'heure, il y en a certaines que je vais expliquer avec plus d'approfondissement. Donc, l'appareil lui-même, sa configuration, les composants, les accessoires peuvent causer du glissement. Ça, on va en parler amplement plus tard. La disposition des meubles, il y a des exemples un peu flagrants. Quelqu'un qui doit s'avancer vers une table et que à cause de la hauteur des appuis-pieds, il doit pivoter ses appuis-pieds pour avoir les genoux plus bas pour passer en dessous de la table ou pour éviter un poteau central d'une table. Bien, s'il avait besoin de porter les appuis-pieds puis il ne les porte plus, c'est sûr que ce blocage-là pour le glissement que les pieds ont sur les appuis-pieds, on ne l'a plus lorsqu'on a pivoté les appuis-pieds. Fait que donc, ça, à moins que la personne soit replacée dans la chaise après l'usage de la table, ça peut laisser une problématique de glissement pour le restant de la journée. Le revêtement du sol, plus c'est rugueux, plus c'est difficile de déplacer un fauteuil, plus la personne va avoir tendance à donner des efforts pour être capable de déplacer, notamment avec les membres inférieurs. Puis ça peut provoquer du glissement. La distance à parcourir avec l'appareil, quand c'est très long, les gens qui ont moins de tolérance, ils finissent par se fatiguer, puis on peut voir le glissement comme beaucoup d'autres problématiques apparaître. Les chaussures et les vêtements, c'est quelque chose sur lequel, selon moi, on ne porte pas assez d'attention. La mode des petites robes en satin soyeux, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste là, au niveau du contact là, avec l'assise du fauteuil. On voit ça encore dans les centres d'hébergement, des gens qui s'habillent avec ce genre de tissu-là. Bien, c'est sûr que si on a des problèmes de glissement, il faudrait regarder ça également. Les chaussures, quand on a des petites pantoufles avec une semelle qui n'est pas du tout antidérapante, on passe notre temps à frotter le sol pour essayer d'avancer. Ce que ça fait, c'est bien des mouvements qui peuvent provoquer du glissement. Une bonne chaussure avec une bonne semelle bien adhérente, ça a beaucoup moins tendance à provoquer le glissement quand la personne essaie de propulser avec les membres inférieurs. Également, bon, ça, j'imagine que je ne vais certainement pas vous apporter une information que vous ne connaissez pas déjà. C'est sûr que quand on est assis sur une surface pour laquelle il y a plein de tissus qui ont été rajoutés dessus, donc une alaise pliée en 4, un piqué, des serviettes, des toiles de lève-personne, c'est autant de possibilités pour que les tissus glissent les uns sur les autres. Donc, c'est évident là, que parfois, on n'a pas le choix parce que l'organisation du travail ne nous donne pas la possibilité d'enlever ces couches-là, mais c'est sûr qu'il ne faut pas chercher ailleurs quand on voit un empilage de couches entre le coussin et la personne. Si les gens veulent qu'on s'attaque à ce problème-là, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau organisationnel pour être capable de donner les meilleures conditions. L'équipement et les méthodes utilisées pour faire les transferts. Bon, on va parler du coussin tout à l'heure, mais les coussins à air, ce n'est certainement pas stabilisateur. Donc, quand à un moment donné, on a des problématiques multiples, il faut être conscient qu'il y a certains autres composants qu'on choisit qui peuvent créer le glissement, en être conscient et essayer de voir comment on est capable de minimiser l'effet. Faire un transfert glissé avec quelqu'un qui est assis sur un row, ce que ça fait, c'est juste pousser les bulles vers l'arrière pour les repousser vers l'avant après coup. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
Puis, surtout à domicile, on voit beaucoup des gens qui vont passer à peu près 14, 15, 16 heures assis dans leur fauteuil puis qui ne seront jamais recouchés. Mais à un moment donné, le corps a besoin de changer de position. Nos personnes handicapées changent beaucoup moins de position que nous. Alors donc, souvent, il faut essayer de faire de la sensibilisation tant au niveau des clients que des familles sur le fait qu'avoir un horaire occupationnel qui inclut des périodes de repos, c'est important, puis ça permet une meilleure conservation d'énergie puis une meilleure posture. Les conséquences du glissement, ce n'est pas les seules, mais il y a celles-là qui sont assez importantes. Donc, une mauvaise position dans la réalisation des tâches et des rôles, de l'inconfort, un risque de plaie qui est souvent des plaies de cisaillement, un risque de douleur, diminution d'autonomie à la propulsion, puis évidemment des incidents et des accidents, ce qu'on veut absolument éviter. Donc, nous, on voit des clients répétitivement avec cette problématique-là, puis on est convaincu qu'on n'est pas tout seul sur la planète à avoir cet enjeu-là. Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Première étape, on va éliminer les cas où le glissement est le fait d'un usage inadéquat de l'équipement. Qu'est-ce que c'est un usage inadéquat? Petite vérification d'usage. Le client que j'ai devant moi, est-il assis dans le bon fauteuil roulant? Ça m'est arrivé, puis je suis sûre que c'est arrivé à la majorité d'entre vous, tu commences à regarder la posture de quelqu'un dans un fauteuil, il est tout croche, qu'est-ce que c'est ça? Le fauteuil est trop petit. Finalement, ce n'est pas son fauteuil, c'est celui de la voisine d'à côté. Fait que donc, moi, maintenant, la première chose que je fais, c'est toujours, on vérifie si c'est le bon fauteuil, si c'est le bon numéro de série, puis là, on part après ça pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Le fauteuil, il est-tu en bon état? Il est-tu fonctionnel? Il y a des fois des composants, par exemple, mettons, quelqu'un qui a un frein qui est difficile à enlever, c'est bien sûr que la roue, elle va frotter, puis ça va être difficile à pousser, fait que la personne va avoir tendance à forcer plus au niveau de la propulsion des membres inférieurs, puis elle va glisser à cause de ça. Mais en même temps, ça peut être aussi, on avait dit qu'on portait les appuis-pieds, puis on propulsait au membre supérieur, mais là, vous ne portez pas les appuis-pieds. Donc, ça aussi, c'est est-ce que c'est fonctionnel, puis est-ce que c'est utilisé comme il faut? La ceinture aussi, c'est un autre enjeu. Quand on a une ceinture de positionnement, il faut expliquer au client que c'est important de le porter pour le positionnement ou à la famille que c'est important de le porter pour le positionnement. Si la famille désajuste la ceinture continuellement, la personne elle va juste glisser davantage jusqu'à ce que la ceinture arrive au niveau de l'abdomen. Donc, il y a une partie de sensibilisation. C'est embêtant, par contre, quand le SAT voit un client qui glisse, la première chose qu'il fait, c'est rasseoir le client au fond, réajuster la ceinture. Ah oui, il a l'air correct. Souvent, il y a bien d'autres problèmes qui sont sous-jacents qui peuvent provoquer le glissement. C'est pour ça que si au moins on est capable de sensibiliser nos partenaires ou les familles d'avoir déjà vérifié ces petits items-là en premier, on s'évite de travailler un peu pour rien. Donc, c'est ça. Ça, c'est une partie de sensibilisation qu'il faut faire. Bon, dans la photo, vous voyez, le monsieur, il avait 3 coussins quand on l'a vu. Évidemment, il glissait. C'est sans surprise parce que, bon, le premier coussin, lui, il est fixé après du velcro, mais les autres ne le sont pas. Fait que donc, la classique, c'est pas le bon coussin. Il est à l'envers. Combien de fois j'ai levé quelqu'un, on l'a remis à l'endroit. Hop, tiens, il glisse plus. Bon, 2, 3 coussins un par-dessus l'autre. C'est sûr que c'est la base, mais il faut commencer par là avant d'en venir à des solutions plus musclées. Quand on a passé cette étape qui, à mon avis, aurait dû être vue par les autres personnes qui sont autour du client avant de se rendre à nous, mais bon, des fois, c'est nous qui faisons cette étape-là également. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si l'appareil, ses accessoires, ses composants sont responsables du glissement. Donc, on va passer un par un chacune des paramètres ou des accessoires qui sont principalement la cause du glissement. En tout premier lieu, des fois, on voit quelqu'un qui glisse, mais on se dit, mon Dieu, ça, c'est un client qui aurait dû être en base roulante. Ce n'est plus un client de fauteuil roulant manuel. Il aurait besoin d'une bascule. Il faudrait le stabiliser au niveau de sa posture avec l'utilisation d'une bascule. Fait que des fois, il vaut mieux arrêter là, puis avoir une discussion avec la famille pour voir, est-ce que c'est possible de passer à un autre type d'équipement parce que clairement, la tolérance assise, elle est compromise. Puis c'est ça qui provoque le glissement. Avec une bonne bascule, on aurait pu cet enjeu-là, ou du moins, on l'aurait moins. La largeur de l'appareil.
C'est surtout dans les cas où on perd du poids. En fait, le poids, il est réparti au niveau des hanches, mais aussi à l'arrière des fesses. Donc, quand on perd du poids, parfois on le perd à l'arrière. Là, on se retrouve que quand on s'assoit dans la chaise au plus profond, la profondeur est rendue trop grande. Fait que ça peut nous allumer quand quelqu'un a perdu beaucoup de poids, de revoir le fauteuil au niveau de sa largeur et de sa profondeur pour essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas contact de l'avant de l'assise dans le creux poplité, puis ce qui est inconfortable, surtout pour quelqu'un qui propulse au membre inférieur, et qui, à la longue, va faire que le client va avoir tendance à faire une bascule postérieure du bassin et glisser vers l'avant pour limiter la douleur au niveau du creux poplité. Évidemment, la propulsion au membre inférieur, parfois le client il est évalué, c'était propulsion au membre supérieur, puis là, finalement, on switch au membre inférieur. Bien, si on a décidé de prendre une profondeur qui est presque la mesure anthropométrique du client ou peut-être un pouce de moins, lorsqu'on fait une propulsion au membre inférieur, c'est plutôt un 2 pouces, puis des fois même plus, tout dépendant de la forme du mollet puis de la trajectoire de la jambe lors de la propulsion. Alors, parfois, le fait d'avoir une propulsion au membre inférieur, ça peut provoquer du glissement en raison de l'inconfort qu'on aurait au niveau du contact d'assise au creux poplité. Bon, la hauteur sur le siège, j'étais vraiment déçue parce que sur mon image, ma madame, ça ne montre pas, mais elle avait une hauteur sur le siège qui était adéquate lorsqu'elle mettait les pieds avec le genou à 90 degrés. Elle n'avait pas des chaussures idéales, ça c'est définitif. On venait de la repositionner, puis là, elle était en train de faire le mouvement pour propulser au membre inférieur, dans l'image en haut. Quelques minutes plus tard, on est revenu la voir pour faire une photo, puis elle était dans cette posture-là. Je ne vous cacherai pas que je regarde la ceinture, puis je me dis, c'était pas bien ajusté, parce que si elle a réussi à se déplacer comme ça, c'est sûr qu'elle était plus lousse que ce que j'aurais voulu. Mais en réalité, ce qui arrivait avec cette cliente-là, c'est qu'avec un beau linoléum bien huilé, puis des chaussures qui n'ont aucune adhérence, mais à force de frotter pour essayer de s'avancer, elle a fini par se retrouver à glisser dans sa chaise. Fait que quand c'est trop haut pour les membres inférieurs, c'est sûr que ça va finir par faire glisser la personne. L'angle siège-dossier. Alors, donc, ça, c'est un paramètre qui est vraiment important et qui n'est pas facile à l'évaluation parce que si c'est un fauteuil existant, ce n'est pas si facile que ça de changer l'angle siège-dossier pendant l'évaluation. Mais il est clair qu'on peut passer à côté. Puis parfois, on le voit, surtout quand l'angle est trop fermé. Donc, un angle à 90 ou 95, que la personne n'est pas confortable. Ce qu'on va voir habituellement, c'est qu'on va l'asseoir au fond. Puis dans les 2 minutes qui suivent ce repositionnement-là, elle va se basculer au niveau du bassin et glisser vers l'avant parce qu'elle n'est pas confortable. Elle cherche à avoir un angle plus ouvert. Puis de cette manière-là, en faisant une bascule postérieure, elle se repousse un peu, puis là, l'angle est un petit peu plus ouvert. Alors, ça peut être un indicatif que c'est l'angle siège-dossier qui est le problème. S'il est trop ouvert ou si on a un dossier inclinable qu'on passe notre temps à monter puis à descendre, c'est sûr que la personne va avoir tendance à glisser parce qu'elle ne sera pas bien soutenue. Puis quand on va redresser le dossier inclinable, on va pousser le dos, mais pas nécessairement en le faisant plier au niveau de la hanche. Fait que ça va pousser la personne vers l'avant dans son siège. Fait que donc, moi, le dossier inclinable, là, je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas utilisé ça. C'est quelque chose que je n'aime pas, à part si c'est combiné à une bascule dans un motorisé, parce que je pense que c'est mal utilisé puis ça provoque du glissement. Mais un angle siège-dossier, par exemple, qui serait trop ouvert, même juste de 10 degrés, ça va provoquer du glissement également parce qu'il manque de soutien. Il faut dire aussi que les aides à la mobilité, surtout si on veut les utiliser pour propulser, il faut placer la personne dans une posture pour propulser. Évacher comme ça par en arrière, ce n'est pas une posture de propulsion, c'est une posture de repos. Là, à ce moment-là, si on a une mauvaise tolérance assise, peut-être qu'il faut envisager d'avoir une base de positionnement. Donc, je dirais attention aux ajustements d'angle siège-dossier parce que, bon, c'est combiné à la tension ajustable du dossier, on peut se mettre à ouvrir de 5 degrés de plus en plus avec le dossier. Fait que donc, il faut tout regarder au niveau notamment de l'ajustement final, à savoir si on doit garder la tension plus serrée ou la mettre plus lousse, mais il faut garder en tête que en ouvrant l'angle siège-dossier, puis en ayant un dossier à tension ajustable très lousse, bon, on a comme encore plus d'ouverture au niveau de l'angle siège-dossier.
Là, il y a un petit calcul intéressant que j'aimerais que vous compreniez parce que c'est peut-être les 2 diapos qui sont les plus intéressantes de ma présentation. Pas qu'elle n'est pas intéressante, là, mais celles-là sont vraiment, vraiment primordiales. Fait que quand on attribue un fauteuil puis qu'on donne un angle siège-dossier de 85 degrés à 100 degrés, la surface sur laquelle le client est assis en profondeur est la même que celle qu'on a demandée. Donc, si on voulait un fauteuil roulant avec une profondeur de 17 et un angle siège-dossier de 85 à 100, le client va être assis sur une profondeur de 17. Si on est rendu à 105 ou à 110, le client ne sera plus assis sur une profondeur de 17, il va être assis sur une profondeur de 18, donc 17 plus 1. Ma prochaine diapo le montre beaucoup mieux parce qu'en ouvrant l'angle siège-dossier, le coussin, lui, il reste exactement à la même place, mais il se crée un espace entre l'arrière du coussin et la surface du dossier sur lequel le client est assis. Et cet espace-là, quand on est à 105 ou à 110, a une profondeur de 1 pouce. Donc, si on était short au niveau de la profondeur et qu'on voulait un support maximal, bien, il faut garder en tête qu'en ouvrant l'angle siège-dossier, on est en train d'avoir une profondeur 1 pouce de plus. Et si je reviens à mon autre diapo précédente, quand on est ouvert à 115 degrés ou à 120 degrés, c'est 2 pouces de plus. Fait que donc, ça peut provoquer une augmentation suffisante de la profondeur du siège pour qu'il y ait un inconfort qui se crée au niveau du creux poplité. Dans ce temps-là, on peut penser qu'on pourrait couper la toile de siège, couper le coussin et l'assise rigide. On pourrait penser utiliser un dossier plus épais pour pouvoir compenser cet espace-là. Ce seraient des solutions qui pourraient être utilisées. Depuis qu'on utilise ça ici, il y a une grosse différence quand même au niveau là, de l'adéquation de nos mesures de profondeur quand les angles siège-dossier sont ouverts de plus que 100 degrés. Il y a la bascule avant-arrière fixe, évidemment celle qui vient avec une base roulante, c'est parfait parce qu'elle est ajustable et tout ça, mais une fois de temps en temps, on a des clients évidemment qu'on veut garder leur autonomie à la propulsion. On veut garder un appareil le plus léger possible, fait qu'on va essayer de garder le fauteuil roulant manuel. Mais on peut utiliser la gravité quand même en utilisant la bascule avant-arrière fixe. Quelqu'un qui n'a pas de bascule avant-arrière, c'est-à-dire que la hauteur sur le siège est la même en avant et à l'arrière, encore pire si le coussin est plat, bien, il n'y a pas du tout l'effet stabilisateur. Conservateur, je dirais 1 pouce de différence entre l'avant et l'arrière. Mais moi, j'ai déjà fait un 2,5 pouces facile pour des clients qui avaient tendance à avoir vraiment une bascule postérieure du bassin et qui avaient besoin d'être stabilisés. Si on fait ça, par contre, il faut regarder les habiletés au transfert parce que la personne se retrouve vraiment bien encavée dans sa chaise. Fait que pour se lever debout, bon, dans le cas des clients que j'ai faits, la plupart étaient assistés au niveau des transferts, fait que ce n'était pas un enjeu, mais c'est quelqu'un qui serait autonome au transfert pour pouvoir faire des vérifications pour voir s'il est encore capable de se transférer de façon autonome. Attention, parce que la bascule avant-arrière se combine aussi avec la déclive d'un coussin profilé. Fait qu'un coussin profilé qui aurait 3/4 de pouce, par exemple, de déclive par le biseau crural, bien là, si on a mis 2,5 pouces de bascule fixe, on est rendu à 3 pouces et 1/4. En tout cas, on est rendu à beaucoup plus profond. Fait que donc, faites attention pour ne pas trop combiner des affaires ou faire des essais pour être sûr de ne pas se retrouver avec un client qu'on n'est plus capable de sortir du fond de sa chaise. Les appuis-pieds, bien, là, c'était moi qui faisais une simulation d'une base roulante, puis ce n'était pas ça que je voulais illustrer, mais je l'ai gardé quand même, cette image-là. C'est que, bon, quand on a les pieds pendants au bout du quai, il nous manque un bloqueur là, pour éviter le glissement. Évidemment, quelqu'un qui aurait une bascule et qui n'aurait pas les pieds au sol devrait toujours porter ses appuis-pieds. Mais on a des clients aussi qui doivent porter leurs appuis-pieds, notamment parce qu'ils propulsent au membre supérieur, puis que les pieds deviennent un bloqueur quand on essaye d'avancer, si les pieds traînent par terre. Mais ce n'est pas juste pour ça. Les jambes, quand ils sont bien stabilisées, ils diminuent le glissement. Ça a un effet efficace là. Fait que donc, si on n'a rien qui bloque le pied, bien, la personne elle va glisser jusqu'à ce qu'elle ait un bloqueur, puis s'il n'y a rien, bien, elle va glisser jusqu'à par terre. Fait que donc,
c'est important le port des appuis-pieds puis de sensibiliser les gens à les mettre. Puis expliquer aux clients, oui, vous glissez, mais si vous ne portez pas vos appuis-pieds, je ne réussirai pas magiquement à enrayer votre problème. Il faut collaborer. Et parfois, surtout au changement de saison, il faut revoir les ajustements d'appui-pieds. Moi, ça m'est déjà arrivé. On nous présente quelqu'un qui n'est vraiment pas bien assis dans sa chaise. Ça glisse tout le temps, mais finalement, c'était des sandales qu'elle portait. Puis avant, elle portait des beaux souliers à talons. Fait que donc, il y avait comme un pouce et demi de différence entre les hauteurs de souliers. Simplement, en réajustant les appuis-pieds à la bonne longueur, on a réussi à résorber le glissement. La ceinture, évidemment, un élément très important. Je pourrais faire une conférence en entier sur les contentions. Peut-être que ce sera un sujet ultérieurement qu'on pourra adresser, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Juste vous rappeler que c'est le but de la ceinture qu'il faut garder en tête. Là, ici, on parle d'une ceinture de positionnement. Fait que donc, le type de ceinture, sa longueur, sa boucle, l'ajout ou non de protecteur, l'emplacement et l'installation et surtout l'ajustement ont tous des paramètres qui ont un impact au niveau de la prévention du glissement. Là, ici, je vérifie si vous êtes bien attentif. Les deux images sont inversées par rapport aux descriptions. C'est que j'ai importé une image qui existait, mais pour moi, ce n'était pas logique de ne pas traiter des 2 points avant de traiter du 4 points. Donc, la ceinture 2 points qui est l'image du bas. Normalement, on dit 45 degrés par rapport à l'emplacement des crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, surtout quand il y a quelqu'un qui a une bonne bédaine, ce n'est pas si facile que ça à trouver. Fait que donc, ce qu'il faut faire, c'est aller un petit peu plus en avant, donc autour de 60 degrés plutôt que d'y aller à 45 degrés. Parce que si on s'en tient à 45 degrés, on se retrouve totalement dans l'abdomen, puis ce n'est pas ça qu'on veut empêcher de bouger. C'est plutôt en dessous de l'abdomen qu'on veut empêcher de bouger, qu'on veut stabiliser. Fait que je trouve qu'avec les personnes obèses, on a une meilleure efficacité quand on réussit à placer la ceinture un peu plus antérieure à 60 degrés. Puis là, à ce moment-là, on évite l'enjeu de l'abdomen. À 60 degrés également, on est à l'avant de la crête iliaque, donc on se retrouve davantage à stabiliser cette crête plutôt que de passer par-dessus la courbure. Évidemment, quelqu'un qui présente vraiment un grand glissement devrait avoir une ceinture 4 points. C'est beaucoup plus stabilisateur. Puis à ce moment-là, c'est l'image du haut. On a à la fois la bande en diagonale, mais aussi une bande à 90 degrés qui tire le fémur vers le bas. Donc, qui tient autant le glissement de la crête, mais qui tient aussi le fémur vers le bas. De cette façon-là, si la ceinture est bien ajustée, à ce moment-là, on vient vraiment stabiliser le bassin. Puis, on a une efficacité beaucoup plus grande au niveau de diminuer le glissement. On l'a déjà dit, un ajustement important, c'est une main qui devrait passer. Plus on l'ouvre, plus la personne va glisser en avant. Puis c'est ça, c'est les familles souvent qu'il faut sensibiliser par rapport à ça. Il y a de l'enseignement à devoir à faire pour ça, autant au niveau du personnel qu'au niveau des familles et des clients. Donc, ça, c'est une image d'une ceinture 4 points à 60 degrés sur la base roulante de ce client-là. Puis on va passer au coussin. Donc, une des problématiques qu'on voit souvent au niveau des coussins, c'est des coussins qui sont écrasés ou désuets. Donc, si c'était des coussins profilés, originalement, ils se retrouvent peut-être avec la forme crurale qui n'existe plus, donc qui est plus stabilisatrice. Les coussins profilés, comme on le voit sur l'image, sont stabilisateurs parce qu'ils englobent davantage la portion des ischions en dessous du client. Ça fait un bloqueur, ça évite que la personne glisse. À ma connaissance, à part des fractures de hanche qui pourraient avoir mené à avoir une disposition du bassin qui est différente de la disposition anatomique normale, il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part le confort, qui pourrait nous guider à discarter le coussin profilé. Si on est dans un établissement où ils font attention au sens du coussin ou dans une famille où ils sont à l'affût de ça, c'est vraiment mieux d'avoir un coussin profilé parce que ça donne une meilleure redistribution de pression puis ça stabilise le bassin. Quand on a un client qui glisse beaucoup, il est recommandé d'utiliser une surface de gel sur le coussin. Ce n'est pas une surface qui va réduire la pression, puis ce n'est pas non plus moins dur
c'est plutôt dur, en fait, le gel. Par contre, pour le cisaillement, ça a vraiment un effet efficace. Ça, c'est un coussin fait maison chez nous. Fait que donc, vous voyez, l'arrière du coussin, il y a la partie de construct est seulement au niveau des isofessiers. Fait que donc, c'est à peu près 2,5 pouces. Puis à l'avant, on va voir plutôt un 3,5 pouces. Fait qu'il y a quasiment 1 pouce de différence avant-arrière au niveau de la hauteur pour la stabilisation du bassin. Quand le client est assis dans la chaise, ça donne à peu près ça. Si ce n'est pas l'appareil, qu'est-ce que ça peut bien être la cause du glissement? Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour, puis nos partenaires sont vite faits sur identifier le problème comme étant le fauteuil, mais parfois, ce n'est pas le fauteuil qui est le problème. Puis ça, il faut recadrer ça, puis peut-être amener quelques pistes de solutions. Alors, combien de temps le client reste-t-il dans sa chaise? S'il reste 16 heures et que personne ne le repositionne jamais, qu'il ne fait aucune période de repos, on n'a pas besoin de chercher bien loin la cause du glissement. C'est parce que ce n'est pas confortable de rester assis dans la même position pendant 16 heures de temps. Vous et moi, on passe notre temps à bouger sur la chaise, mais les personnes handicapées, évidemment, ils ont beaucoup moins de facilité à faire ça. Fait que ça prend des pauses dans lesquelles on change de position. Parfois, ça peut être juste se relever debout et se rasseoir, changer de surface sur laquelle on est assis, aller se coucher, mais ça peut être aussi tout simplement croiser une jambe, se pencher sur une table d'un côté puis ensuite de l'autre, se pencher en avant sur une table juste pour pouvoir changer un peu la pression au niveau du siège. Ensuite, on peut aussi regarder à quel moment le glissement commence. Est-ce que c'est instantanément quand on assoit la personne dans la chaise ou ça arrive après un certain moment? Puis si oui, peut-être que c'est le moment de prendre un repos. Sinon, c'est peut-être à cause de ce que la personne fait rendu à cette heure-là. Est-ce qu'elle n'aime pas ça, regarder la télé, puis elle est mise, mettons, dans la salle commune, puis il y a une télé ouverte, puis là, elle se met à gigoter. Il peut y avoir des raisons où c'est le monsieur à côté, la lui tape sur les nerfs, fait qu'elle s'est penchée d'un côté, puis ça a provoqué du glissement. Il y a parfois des situations où est-ce que ça vaut la peine de regarder à quel moment la personne glisse. Est-ce que c'est relié à la propulsion? Est-ce qu'il y a des caractéristiques dans l'environnement qui peuvent provoquer ce glissement-là? Après ça, comment le client est quand il glisse? Donc, c'est quoi qu'il porte comme chaussures? C'est quoi qu'il porte comme vêtements? On en a déjà parlé. Es-tu assis sur un paquet de couverture ou un paquet de toile de lève-personne? Et puis, son comportement est-il perturbé? Ma liste n'est pas du tout exhaustive, mais elle est difficile d'alimenter parce que souvent, les gens, les partenaires nous disent c'est le fauteuil, mais il faut creuser plus loin puis aller chercher là, potentiellement des raisons dans l'environnement. Donc, maintenant, on va passer à quelques solutions. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé des composants de positionnement dynamique. C'est particulièrement efficace quand on a quelqu'un qui fait de l'hyperextension ou qui a des spasmes en extension parce que ça permet d'absorber la force que la personne va exercer contre une unité de positionnement qui, elle, peut provoquer le glissement. Par exemple, il y a des appuis-têtes qui sont dynamiques, il y a des ceintures tant au niveau thoracique qu'au niveau du bassin qui peuvent ajouter un composant dynamique. Si c'est bien ajusté, ça peut diminuer beaucoup de glissement parce que ça permet à la personne d'avoir encore du mouvement, mais en quelque sorte, ça va l'aider à se replacer dans la position adéquate qu'elle devait maintenir originalement. Donc, l'agitation aussi, les personnes qui ont beaucoup d'agitation, de mouvements incoordonnés, ça peut être intéressant. Ça peut faciliter les changements de position, donc ça aide à replacer la personne qui aurait de la difficulté à se replacer elle-même, notamment au niveau des ceintures, au niveau du tronc. Ça améliore la circulation sanguine parce qu'on n'empêche pas le mouvement, on permet quand même le mouvement. Ça diminue l'inconfort. Puis parfois, on voit que c'est l'inconfort qui provoque le glissement parce que la personne continue à essayer de se bouger puis de changer de position. Une autre solution, c'est d'y aller vers la base roulante lorsque c'est possible. Pourquoi? Parce que
Si la personne n'a pas d'autonomie à la propulsion, à un moment donné, puis on voit que le glissement perdure, peut-être qu'il est temps de regarder est-ce qu'on pourrait y aller soit avec une base roulante qui a un 45 degrés de bascule ou une base roulante avec les pieds au sol qui aurait 20 degrés de bascule, parce qu'en réalité, en utilisant la bascule, on augmenterait la stabilité puis on pourrait quand même permettre d'avoir les pieds au sol. Moi, quelqu'un qui propulse son membre inférieur et qui a un trouble neurocognitif, qui fait de l'errance, j'ai vu beaucoup ça dans ma vie, des gens que dans le fond, finalement, c'est juste se bercer ou c'est juste avancer un petit peu qui est suffisant. Fait que donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tous les effets négatifs que ça peut avoir de garder le fauteuil roulant manuel pour un déplacement qui n'est pas orienté dans la tâche? Parfois, j'aime mieux challenger à ce sujet-là. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des changements sur le fauteuil, puis 2 mois plus tard, on va nous demander une base roulante. Donc, parfois, il vaut mieux aller de l'avant puis vérifier si on ne pourrait pas passer tout de suite vers un appareil qui va avoir une plus grande pérennité pour le client. Donc, glissement majeur qui limite la tolérance assise, bien, c'est sûr que là, ça va être enlevé si on utilise la bascule. Ça permet une plus grande bascule avant-arrière, mais ça permet quand même à la personne d'être assise dans une bonne position pour manger de la soupe. Fait que ça peut être intéressant aussi. Puis, parfois, pour des gens qui sont extrêmement agités, un appareil plus lourd, ça peut être aussi aidant parce que c'est stabilisateur. Donc, le monsieur ici, évidemment, a une Tango, donc ce n'était pas une bascule de 20 degrés, mais je l'ai incliné pour avoir un 20 degrés. Fait que donc, 20 degrés, c'est quand même stabilisateur. Là. Ça fait une différence au niveau de la stabilisation au niveau du bassin. Évidemment, on les connaît. Là, maintenant, ce n'est plus des Stellar, c'est des Neox, mais il y a des bases roulantes, quand on réussit à les obtenir, qui nous permettent de conserver les pieds au sol. Ça monte quand même d'1 pouce, 1 pouce et demi, mais c'est quand même intéressant comme solution parce qu'on ne perd pas complètement le contact au sol, mais on a aussi le bénéfice d'une bascule pour la stabilisation du bassin. Puis, si on veut que la personne puisse se lever plus facilement, on peut redresser la bascule, ce qu'on ne peut pas faire quand on a une bascule fixe. Et voilà, nous avons fait le tour de ma présentation. Peut-être, je n'ai pas de diapo pour ça, mais je rajouterai dans les solutions, si vous devez réduire en fait, soyez à l'affût de gens en base roulante qui se mettent à se glisser par en avant. C'est souvent eux qui vont développer les contractures au niveau des ischio-jambiers. Puis c'est à ce moment-là qu'on doit soit propulser le dossier vers l'avant ou le souffler, donc mettre plus de coussinage pour pouvoir réduire la profondeur de l'appareil en coupant le coussinage et l'assise rigide, voire même parfois, on peut continuer le coussinage, couper l'assise rigide puis faire un biseau pour permettre à la jambe là, de continuer sa trajectoire vers l'intérieur du dessous de la base pour pas que les ischio-jambiers entrent en contact avec une structure rigide. Puis, je vous dis aussi, le positionnement au lit, c'est aussi un enjeu qui est à regarder. C'est-à-dire, parfois, on voit qu'au niveau des ischio-jambiers, il y a des rétractions, puis finalement, ça provoque des rougeurs, mais ce n'est pas nécessairement dans le fauteuil que ces rougeurs-là arrivent. Ça peut aussi arriver dans d'autres surfaces, comme la surface du banc de transfert, de la chaise de douche, de la chaise d'aisance, ou encore dans un mauvais positionnement au lit. Fait que ça, parfois, on se dit, ah, c'est le fauteuil, mais si vous ne sentez pas que c'est le fauteuil qui provoque ces rougeurs-là, il faudrait comme challenger et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres raisons là, qui pourraient provoquer ça. Alors, j'ai terminé. Merci, Élise, pour la présentation. Là, je vais essayer de... Il y a des questions, mais il y a aussi des réponses dans le chat. Mais j'essaie d'être certaine que c'est les bonnes réponses aux bonnes questions. Là, si jamais quelqu'un qui est intervenu veut rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Donc, il y a quelqu'un qui demandait l'appui-tête dynamique vient de quelle compagnie? Ce à quoi Jérôme Breton répond, pour un appui-tête dynamique très peu coûteux et qui fonctionne relativement bien, il suffit de prendre une monture en T, comme par exemple celle de Prodigy, je ne sais pas comment ça s'appelle, de ne pas visser la manette d'ajustement en profondeur et insérer un caoutchouc de canne de dossier entre les deux rotules. Il y a aussi le Tone Deflector de Stealth Pride Mobility. Oui. Puis, bon, encore la question, est-ce que les appuis pelviens dynamiques viennent de quelle compagnie?
pense qu'il n'y a pas de réponse à cette Je pense que question-là. ça, c'était... ça ressemble à être la boucle de... C'est pas Body Point, ça, la boucle de Body Point, je pense. Il faudrait vérifier s'il est encore disponible, celui-là, parce que cette partie-là, je n'ai pas fait cette vérification-là. Mais s'il y a un intérêt par rapport à ça, je pourrais prendre en note puis vous revenir, parce qu'on s'entend que, nous autres, on travaille en équipe de 2. Moi, je suis l'ergo, puis je travaille avec un technicien ou une technicienne. C'est vraiment cette personne-là là, qui sait les codes de pièces, les fournisseurs et tout ça. Moi, j'arrive avec mon beau projet puis mes demandes au Père Noël, puis après ça, il décide comment on va arranger ça, puis qu'est-ce qu'on va prendre là, pour être capable de régler ce problème-là. Mais il me semble que c'est Body Point, selon ce que je vois là, sur la boucle. Merci. Il y a quelqu'un qui pose la question à savoir si c'est possible d'avoir les diapositives de la présentation. Dans le fond, tu pourras compléter, mais ce qu'on avait discuté, c'est que l'enregistrement sera disponible. On va vous le partager d'ici environ une semaine là, à la liste des personnes qui étaient inscrites. Mais normalement, il n'y aura pas les diapos en séparé. Là. Vous pourrez revoir les sections qui vous intéressaient. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez toujours faire appel à Élise aussi là, pour des questions spécifiques sur certains éléments qui ont été présentés. Bien que mes clients ont leur visage caviardé, je ne désire pas nécessairement qu'on réutilise ces diapositives-là dans d'autres présentations. C'est pourquoi je n'avais pas l'intention de rendre ça disponible, même en format PDF, parce qu'on sait qu'on est capable là, d'extraire du format PDF également. Il y a une question de Jérôme qui s'adresse à Élise, mais je pense aussi potentiellement à d'autres personnes s'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Est-ce qu'un centre a déjà fait une grille pour que les intervenants puissent objectiver le glissement sur une période donnée, disons une période X? On a fait un formulaire recto-verso pour essayer d'organiser nos partenaires à regarder le glissement en tant que tel, ainsi que l'inconfort. C'était une combinaison des deux problématiques. C'était sous forme d'un checklist. Là. Ça disait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça reprenait beaucoup les vérifications du début, mais il y avait aussi le moment où ça arrive, la durée, tout ça. Ce n'était pas comme un schéma, ce n'était pas non plus un tableau, c'était vraiment plus comme un formulaire à remplir qui permet de passer à travers plusieurs problématiques avant de présenter le client en clinique pour être capable d'avoir cerné un peu plus la problématique pour être plus efficace. Ça, je pourrais le diffuser, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que ce soit exactement ce que tu voulais. C'est un petit peu comme antérieurement, on avait comme une espèce de tableau sur les essais de poussins. Mettons, combien on l'a essayé, on l'a introduit à quelle heure, ça a duré combien de temps, c'est quoi les commentaires du client, tout ça. Bien, il y aurait moyen de faire quelque chose comme ça, un peu comme quand on répertorie des chutes également, là, ou des accidents de conduite motorisée. Mais je n'ai pas de formulaire particulier là-dessus. Les commentaires de Jérôme semblent penser que c'est quand même super ce que tu avais, donc de pouvoir le partager, ça serait apprécié. Toi, Andréane, tu vas envoyer un email avec le lien, puis je pourrais faire joindre ce document-là au même email. Ça te va-tu? Oui, ça serait parfait. Les personnes qui auront assisté à la conférence obtiendront ce formulaire-là. Super, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main là, pour prendre la parole aussi ou écrire dans le chat comme sentez-vous bien à l'aise de dire votre question. Il y en a une ici dans le chat, donc de Isabelle. Est-ce que la toile ischiatique a encore sa place, à votre avis, comme solution au glissement? Bien, c'est parce que la toile ischiatique, c'est une solution qui me permet pas d'évaluer c'est quoi la cause. Fait que je pense que quand on a essayé toutes les autres stratégies, ça peut être quelque chose qu'on peut essayer, mais pour moi, je continue à penser que c'est parce qu'on n'a pas cerné la cause qu'on se dit, ben je vais mettre de l'antidérapant sur le coussin. C'est un petit peu ça mon raisonnement. Est-ce qu'il y a moyen de regarder, parce que là, ce qui va arriver, si on met de l'antidérapant ou une toile ischiatique, c'est juste que la personne elle va avoir plus de résistance quand elle va glisser. Fait que ça ne va pas éviter qu'elle développe une plaie de cisaillement du tout. Là. Puis ça limite le glissement de la surface qui est sur la toile ischiatique, mais s'il y a une culotte d'incontinence puis et un vêtement entre le client et la surface, bien, le reste va continuer à glisser quand même. Fait que, moi, je pense
c'est ça. Je suis pas pro ça. J'ai jamais utilisé ça, moi, en fait. J'ai toujours essayé de trouver une autre solution que ça. Mais je sais qu'il y a des gens avec qui, ultimement, on en vient à ça, puis c'est la seule affaire qui fonctionne. Fait que j'ai rien contre, mais vraiment, ce ne serait pas mon premier choix. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner son avis sur ça aussi, n'hésitez pas. Donc, j'essaie de vous encourager. Il y a un autre commentaire. Je pense que c'était juste un commentaire, mais je vais te le dire quand même, Elise. Donc, faire attention à la tension de la courroie coussinée pour les mollets. Donc, trop tendu amène le glissement. Nous utilisons seulement les sangles en T maintenant. Donc, je ne sais pas si c'était par rapport au même sujet. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai aussi pour les gens qui commencent des rétractions tendineuses au niveau du creux poplité. C'est sûr que si on tend l'appui mollet trop grand, de façon trop importante, c'est sûr que ça va provoquer glissement. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui me demande d'évaluer quelqu'un en base roulante pour ajouter des appuis-jambes élévateurs. Puis quand j'ai vu la cliente, elle était couchée sur le siège sur ses omoplates parce qu'elle avait tellement de rétraction tendineuse qu'elle était tout à fait incapable de rester assise avec les pieds sur les appuis-pieds. Parfois, on a des gens qui sont nos interlocuteurs, qui ne sont pas des personnes qui ont une grande connaissance par rapport à l'effet des rétractions tendineuses. Fait qu'il faut vraiment être... Ça, c'était majeur. Il n'y a personne qui était capable de passer à côté de ça comme problématique, mais c'est d'être à l'affût, de toujours vérifier au niveau des creux poplités qu'est-ce que ça a l'air, surtout pour les clients en base roulante, qu'est-ce que ça a l'air au niveau de la mobilité là, des tendons. Donc, il y avait Andréane Plante qui répondait aussi par rapport à la toile à relief sciatique. Je ne sais pas si je le dis bien. En tout cas. Sciatique, excuse-moi. Vous aurez compris que je ne travaille pas dans un salle, qu'elle permet d'éviter de mettre le coussin de siège à l'envers. Donc, voilà. Et quelqu'un qui questionne, c'est quoi une sangle? Excuse-moi, vas-y. Je vais juste répondre, c'est vrai, mais la minute que tu laves la toile, est-ce qu'elle va être remise dans le bon sens du coussin? C'est ça l'affaire. C'est que nous autres, là, on avait beau mettre, nous autres, sur notre housse de coussin, on met à l'avant une poignée. Fait que, on dit à tout le monde, la poignée, ça va en avant. Sur le coussin, on met avant, arrière, au crayon, là, pour que ça soit vraiment évident quand c'est un coussin qui est fait par nous, ben, les intervenants rentrent quand même les coussins profilés à l'envers dans la housse. Fait que, à moins d'avoir une famille très conscientisée qui fait bien attention à la toile sciatique dans le bon sens et tout ça, là, on a toujours... C'est pas bulletproof, on n'est pas sûr à 100% que ça va être efficace. Mais effectivement, ça peut être une solution. On n'a plus ton micro, Andréane. Je pensais que je m'étais mutée, je n'avais pas bien enlevé. Je vais juste répondre à la deuxième question rapidement parce que c'est moi qui peux y répondre. Est-ce qu'une attestation de formation sera émise? Donc, on va vous envoyer une attestation de participation. Donc, ce n'est pas une formation officiellement reconnue. Ceci étant dit, pour les ordres, là, vous pouvez utiliser les attestations de participation. Vous allez devoir compléter votre nom. Il y aura les informations sur ça. Donc, oui, ça va vous être envoyé par courriel avec le reste des choses d'ici 1 à 2 semaines. Donc, pas nécessaire de m'écrire pour me demander s'il y a une attestation. On va vous envoyer tout ça. Donc, il y a une équipe qui demande, je crois, nous sommes à questionner, c'est quoi une sanglantée? Bien, en fait, moi, je pense, c'est qu'il faudrait peut-être vérifier si la personne a la même compréhension que nous, là, mais on peut avoir un appui mollet que c'est simplement une sangle là, qui tient qui est placée entre les deux appuis-pieds, ou on peut utiliser un appui mollet qui a un carré, comme ça ici. Nous autres, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on peut ajouter une portion qui va être en élastique, comme ça peut bouger vers l'arrière, mais il y a aussi des appuis mollets en hamac, donc on ne met pas d'appui-pied et on fixe en dessous du siège et sur les pivots d'appui-pied le hamac qui est formé d'une portion comme ça ici, puis d'un support au niveau du pied. Puis là, ce hamac-là peut rentrer vers le dessous de la base roulante ou revenir à l'avant. Donc, c'est d'éviter les pièces qui sont solides, qui peuvent, eux autres, faire butoir puis provoquer justement le glissement vers l'avant. Mais peut-être que là, la personne qui a proposé cette solution-là, l'appui mollet en T, c'est autre chose. J'encourage cette personne-là à prendre la parole. Peut-être nous a-t-elle quitté déjà.
Peut-être, là, j'essaie de voir le... En tout cas, bref. Donc, il y avait des petits commentaires encore. Donc, c'est Andréane, je pense, qui répondait à ton commentaire par rapport à ce qu'on discutait tantôt. Donc, la toile remplace la toile de siège. Voyons. Elle remplace la toile de siège, donc elle est lavée avec le reste du fauteuil. Donc, je pense que c'était en complément d'information de ce que donc, tu disais ne pas mettre de coussin par-dessus la toile sciatique, ou encore c'est le treillis dont on parle. Là. Parce que là, je ne suis pas sûre que je comprends la même affaire. Si c'est le treillis sur le fauteuil roulant motorisé, moi, je trouve qu'avec l'épaisseur des couches de constructafoam qu'on met sur nos coussins, il n'y a pas vraiment de grands effets. Là. Si on a un coussin très mou, j'imagine qu'on peut aller chercher un peu la toile sciatique d'Orthofab, par exemple, pour avoir une forme. Mais nous autres, on met un 3/4 de pouce de construct dans le fond du coussin. Fait que, en tout cas, nous autres, chez nous, on n'utilise presque jamais cet équipement-là. Je pense qu'on va remplacer le fauteuil de quelqu'un qui en aura une par la même chose si on ne veut pas changer une recette qui marche. Mais moi, quand vous avez dit toile sciatique, je pensais plus à tous les revêtements antidérapants que j'ai vus qui s'ajoutent sur les housses de coussin. Mon commentaire était vraiment par rapport à ça. Mais pour ce qui est de la toile sciatique et le treillis en élastique d'Orthofab, nous autres, on n'est pas très friands d'utiliser ça ici. Je vais lire un dernier commentaire, puis après, on va clore la présentation pour que tout le monde puisse partir. Donc, Nicole nous dit, on a beau dire dans les centres de faire attention aux préposés, aux bénéficiaires, de mettre les coussins ou tout autre élément de positionnement, mais leurs réponses, ils sont trop surchargés ou pas le temps. Donc, mais c'est ça, c'est le confort du client qui en prend un coup à ce moment-là. Donc, moi, je me dis, ceux qui font des plaies, là, c'est tellement une problématique grave que ça, ceux-là, il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. D'essayer d'enlever les couches qui peuvent provoquer des glissements, provoquer des plaies de cisaillement. Puis si on met l'emphase pour ceux-là, c'est déjà beaucoup. Mais c'est une problématique dans les institutions qui est classique. Là. Ça ne fait pas exception ici à Montréal non plus. Là. On a les mêmes difficultés de gens qui trouvent que tout va trop vite et qui n'ont pas le temps de l'enlever et de remettre les toiles de l'autre personne. Mais par contre, je ne comprends pas les à l'aise, les piquets et les serviettes. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait avoir rayé. S'il reste juste la toile, c'est déjà ça. Là. Moi, fort, j'y aille. C'est bon, mais je remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. On apprécie vraiment. L'enregistrement et l'attestation vont vous être envoyés. J'ai mis dans les commentaires, dans le chat, dans le fond, le survey le questionnaire pour pouvoir répondre aux questions d'appréciation. C'est vraiment 2 minutes. On apprécierait vraiment votre feedback pour la suite. Puis merci, Élise, pour la présentation. C'est vraiment super. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci.